Salam à tous les amis, bienvenue à tous les amoureux de Première Ligue et de l'OM. Pour ceux qui ne savent pas, moi je suis supporter de Chelsea et de Marseille. Et l'idée de départ de cette chaîne, quand je l'ai créée, c'était de parler de mes deux clubs de cœur. Et la chaîne s'appelait Football is Blue. Tu me crois pas? Regarde. Les amis, bienvenue sur Football is Blue. Et aujourd'hui, j'ai enfin une raison de reparler de l'OM sur la chaîne, sans être hors sujet par rapport à la Première Ligue. Je vais tenter de vous éclairer sur ce que va apporter De Zerbi à l'OM par rapport à ce que j'ai vu de lui lors de ses 2 saisons à Brighton. Si tu découvres la chaîne frérot, tu peux t'abonner, c'est toujours gratuit et personnellement ça me régale. Tu peux aussi liker la vidéo pour aider au référencement, pour que YouTube propose cette vidéo au plus de Marseillais possible. Nous on est parti, let's go. Depuis plusieurs jours maintenant, je vois la planète Marseille s'enflammer concernant l'arrivée de De Zerbi et moi je suis peut-être là pour vous dire de temporiser un peu. Alors je suis pas là pour faire le rabat-joie, hein. De Zerbi à Marseille, c'est top. Mais De Zerbi, c'est pas un top coach. Depuis 2 ans maintenant, j'ai vu un bon 60% des matchs de Brighton, toutes compétitions confondues. Et ce que je peux affirmer, c'est que oui, c'est un coach très intéressant. Mais c'est tout en fait. Si je devais faire une liste des coachs en activité actuellement et qu'elle ressemblerait un petit peu à ça, évidemment j'ai fait ça un peu à la va-vite, mais t'as compris l'idée, ben déjà, De Zerbi, évidemment c'est pas un top coach actuellement, il n'est pas au niveau des Pep, etc. Il est même pas pour moi au niveau des très bons coachs, donc les Tuchel, Unai Emery, qui a fait un boulot vraiment stratosphérique à Villa, t'as même du Conte qui a énormément d'accomplissements, et Inzaghi qui est en train de faire un boulot monstrueux avec l'Inter. Je le mets en fait plutôt dans la catégorie des bons coachs, c'est-à-dire les coachs qui sont clairement pas mauvais, mais qui ont du mal finalement à vraiment s'adapter aux difficultés, qui ont un bon schéma de jeu de base, mais c'est pas non plus, voilà, tu vois. Mais De Zerbi, c'est encore un jeune coach, 45 ans, à peine 10 ans de coaching, il a le potentiel pour être un très bon coach pour moi, mais j'ose espérer que cette 2e saison à Brighton lui a appris beaucoup de choses, comme on verra plus tard dans la vidéo. Mais vous allez me dire, pourquoi il y a autant de hype si c'est juste un bon coach? Bah déjà, il était dans la liste de très gros clubs ces dernières semaines. Le Bayern, Chelsea, United par exemple. Mais aucun de ces clubs-là ne l'a finalement choisi. Il y a peut-être une raison. Ensuite, sa hype, on peut la relativiser quand même. Elle commence à Sassuolo de 2018 à 2021, où en effet il va produire un football très plaisant. Il va notamment finir 2 fois à la 8e place. Et ça c'est un exploit parce que Sassuolo n'avait jamais fini aussi haut en Serie A. Mais c'est la 8e place. Pour moi, par exemple, Thiago Motta à Bologne fait un passage beaucoup plus impressionnant. Il finit cette saison 5e à 3 points du podium. Mais vous allez le voir, ça résume un peu ce qu'est De Zerbi, c'est-à-dire du beau jeu, mais très peu d'accomplissement au final. Après, il y a son passage au Shakhtar, qui est bon, car il est premier du classement au moment où la guerre éclate et que le championnat est arrêté. Et ensuite, Brighton. Et Brighton, pour moi, il faut bien distinguer la première et la 2e saison. Je vais vous dire un truc que peut-être personne d'autre va vous dire, mais cette fameuse première saison de De Zerbi à Brighton, où il finit 6e, merci Graham Potter. En fait, ce que j'ai pas compris, moi, quand Brighton fait cette saison de fou, c'est que tout le monde oublie que Graham Potter était à Brighton depuis genre 3 ans. Qu'il a construit de A à Z l'identité de jeu de cette équipe, qui ne cessait de progresser. Et en septembre 2022, quand Potter signe à Chelsea, Brighton est 4e. Et moi, le Brighton de Potter, c'est une des équipes que je regardais le plus. Et je peux vous assurer que quand De Zerbi arrive à Brighton, il a l'immense chance de reprendre un groupe qui a un style de jeu et des schémas de passe déjà hyper bien travaillés. La superbe saison 22-23 de Brighton, c'est les fruits qu'a planté Potter et que De Zerbi a certes très bien cueilli. Et justement en année 2, là où il aurait pu prouver à tout le monde que c'est un top coach, que cette équipe était la sienne et qu'il peut s'adapter et garder un bon niveau de performance malgré le départ de certains joueurs importants, il finit 11e de PL. Mais si on reste sur cette première saison, on va pouvoir parler de ce qui plaît beaucoup chez De Zerbi, c'est son jeu de possession. Avec ballon, il y a des vraies idées de jeu et le précepte de base avec De Zerbi, c'est une construction qui part du gardien avec une défense à 4 et un double pivot très bas pour multiplier les options lors des premières passes. C'est d'ailleurs fréquent de voir un grand redoublement de passes pour progressivement attirer l'adversaire vers ses cages. Et là déjà, ça nous apprend une chose très importante sur De Zerbi, il a besoin de joueurs très à l'aise techniquement sur ces 5 postes clés qui vont toucher énormément de ballons par match. Et ce qui est très intéressant dans le jeu de De Zerbi, c'est que non seulement tu cherches à attirer l'adversaire proche de tes buts, mais dans le même temps, ta ligne de 4 offensifs, elle va rester bien haute pour créer cet espace dans lequel tu vas essayer de t'engouffrer. Et tout ça va créer ce qu'on appelle des transitions artificielles. La plupart des attaques de De Zerbi ressemblent à des contre-attaques, parce que ce redoublement de passes n'est pas du tout fait au hasard, mais a pour but de trouver un des joueurs du double pivot, non pas dos au jeu, mais face au jeu, pour se projeter dans cet espace que tu as créé, et à partir de là, tout va très vite.
Donc vous l'aurez compris, lors de cette première saison à Brighton, si une équipe avait le malheur de vouloir presser les Seagulls, ils se faisaient crucifier. Et en PL, ça a très bien marché parce que contrairement à d'autres championnats, la majorité des équipes pressent haut. Donc jusque-là, tout va bien. Donc première saison, il reprend une équipe qui jouait très bien, il continue de très bien les faire jouer, il finit 6e, se qualifie en Europa League, la hype est totale et maintenant tout le monde connaît le Brighton de De Zerbi. Et c'est ça le problème. La deuxième saison va être beaucoup plus compliquée, pour plein de raisons. Des blessures, un calendrier chargé, un banc pas très fourni et des recrues pas convaincantes. Mais surtout, des adversaires qui savent comment joue Brighton. Et c'est ce qui finit toujours par arriver avec De Zerbi. Comme vous l'aurez compris dans l'analyse tactique, pour mettre en place son schéma de jeu le plus efficace, De Zerbi a besoin des mouvements de l'adversaire. Si l'adversaire ne vient pas chercher le ballon, ça met De Zerbi vraiment en difficulté pour le coup. Et il est tellement déter avec son plan A que quand l'adversaire ne presse pas, il n'est pas inhabituel de voir les joueurs de De Zerbi attendre. En mode, non en fait, moi j'ai besoin que vous veniez, donc si vous venez pas, on fait quoi, on arrête le match Non mais ça fait des passes et... Non, du coup, nous, on va attendre, quoi. On va attendre votre pressing. Et en effet, une fois que l'adversaire perd patience et finit par presser, et là, bim bam boum, en 2 secondes, tu t'es fait avoir. Et évidemment, pour qu'une équipe ait un minimum envie de te presser, il faut que le score ce soit 0-0 ou alors qu'il soit mené au score. Évidemment, si l'adversaire mène 1-0, surtout en Ligue 1, ils viendront pas te chercher. Et c'est pour ça que c'est super, hyper, méga, giga important pour De Zerbi de marquer le premier but. Non seulement tu mènes au score, et tu obliges l'adversaire à venir te chercher. Si l'adversaire ouvre le score et passe en bloc bas, genre la spécialité de la Ligue 1, là tout d'un coup c'est plus Roberto De Zerbi, c'est Robert Zutby. La preuve en stats, lors de ces 2 ans à Brighton, quand l'adversaire ouvre le score, c'est 4 victoires, 6 nuls, 16 défaites. Quand Brighton ouvre le score, par contre, c'est 15 victoires, 4 nuls, 2 défaites. T'imagines, en 2 ans, en première ligue dans le meilleur championnat du monde, quand tu ouvres le score, tu perds que 2 fois. 2 fois. Je sais pas pourquoi je fais ce truc à la passe-partout là, en mode j'ai 2 clés, mais... Ok. Vraiment, c'est un truc de ouf. En vrai, ça nous montre à quel point, si tu dois le presser pour remonter au score, tu vas juste te faire avoir. Mais du coup, lors de cette 2e saison à Brighton, les adversaires l'ont compris ça. Et De Zerbi a eu beaucoup de mal à se réinventer. Toutes les stats offensives sont en baisse, ils se sont créés beaucoup moins d'occasions alors que c'était l'une de leurs forces. Ils sont passés de la 4e meilleure attaque à la 12e. Toutes compétitions confondues, ils ont marqué seulement 7 buts lors des 3 derniers mois de compétition. De fin mars à fin mai, c'est 7 buts marqués. Enchaînant les défaites, parfois lourdes, parce que oui, en plus, défensivement, ils se sont fait ouvrir, 62 buts encaissés en PL. Parce que quand tu prônes un jeu de possession risqué, si tes joueurs font une erreur, tu perds le ballon près de tes buts. Donc vous comprenez maintenant pourquoi j'ai certaines réserves sur De Zerbi. Cette 2e saison de la confirmation à Brighton a juste confirmé qu'il avait encore beaucoup de boulot en fait. Mais c'est pas plus mal pour Marseille, parce que comme j'ai dit en début de vidéo, c'est encore un jeune coach. Moi j'espère juste qu'il a appris de ses erreurs du coup cette saison à Brighton et qu'il va arriver à maturité en fait au Vélodrome. Sinon, je pense qu'il va avoir un passage similaire à Tudor, c'est-à-dire du beau jeu, de l'agressivité sans ballon, mais un déséquilibre et une défense qui se fait punir régulièrement. On est sur un coach qui est pour moi rempli de bonnes idées, mais peut-être un peu trop dogmatique et encore en apprentissage, mais je suis quand même très enthousiaste. En vrai, si le recrutement est bon, je serais même pas étonné qu'en année 1, il va chercher un podium. Je ne serais pas du tout étonné. Mon inquiétude, c'est est-ce qu'il peut maintenir un podium en année 2? On va finir tranquillement cette vidéo, les amis, avec mon meilleur 11 actuellement de l'OM sous De Zerbi. Clairement, je pense qu'il y a vraiment de quoi faire un bon 11, mais sur le banc, clairement, pour moi, il manque de niveau et d'options compatibles avec le jeu du coach italien. Bon, déjà, au niveau du gardien, tu es sur une saison sans Coupe d'Europe. Je pense que tu peux faire la saison avec Lopez dans les buts. Si tu veux assurer tes arrières, pourquoi pas aller chercher Jason Steele à Brighton, 33 ans. Si tu peux le choper pour moins de 5 millions, pourquoi pas. C'est un bon backup qui connaît et apprécie le coach. En défense centrale, on l'a dit, il nous faut des joueurs à l'aise techniquement, bons à la relance. Je partirais avec Balerdi Mbemba, comme ça, là, tout de suite. Mais les options sur le banc me font pas trop kiffer, en vérité. Si j'étais Longoria, je pense qu'il serait très judicieux de vendre Gigot en Ligue 1. Je pense qu'il peut avoir une petite cote, tu vois. Et derrière, j'irai recruter 2 joueurs à moindre coût. Je pars sur un joueur libre et un joueur en prêt. Au niveau du joueur libre, je propose un joueur d'expérience. T'as Varane, Hummels et Matip qui sont sans contrat, sans club. Donc pourquoi pas. Ça va pas être simple de les convaincre. Mais bon, t'as été ambitieux et audacieux avec De Zerbi. Pourquoi s'arrêter en si bon chemin? Et au niveau du prêt, je viserai un joueur beaucoup plus jeune. Pourquoi pas Badiachil de Chelsea, qui est très bon à la relance dans les passes courtes surtout. Donc ça
correspond à ce que rechercherait potentiellement De Zerbi. Et si tu lui promets un temps de jeu, pourquoi pas le convaincre de venir en prêt. À droite, je garderai Klose, mais moi, ce qui me hype vraiment, c'est ce double pivot, Rongier-Verretou. Je trouve que c'est grave compatible avec De Zerbi, deux joueurs très à l'aise techniquement et qui sont pas avares dans les efforts. Dans le double pivot, tu as toujours ce joueur, tu sais, un peu défensif. Et je trouve que Rongier, dans ce rôle-là, c'est parfait. Et dans le rôle du box-to-box, qui est plus amené à se projeter, comme l'a fait notamment Pascal Gross à Brighton, ben, j'aime bien Verretou. Et je serais très curieux de voir ce que donnerait un Unai dans ce rôle. Clairement, je dis ça comme ça, hein, mais je pense que ça pourrait être le joueur qui pourrait le plus progresser sous De Zerbi. Ensuite, plus haut, je partirais sur ces 4 titulaires-là, mais je pense qu'il faut recruter 3 joueurs. Perso, je prendrais un ailier pur, qui colle la ligne, bon dans le 1v1, comme aime les utiliser De Zerbi. Ensuite, un milieu offensif polyvalent pour concurrencer Ndiaye, et j'irais bien chercher Chelsea encore une fois avec Cesare Casadei. Alors c'est un milieu formé à l'Inter, acheté par les Blues en 2022. Je suis pas sûr qu'il y ait de la place pour lui à Chelsea la saison prochaine, mais je crois énormément en son potentiel. Si tu peux négocier un prêt avec option d'achat autour de 20-22 millions d'euros, je pense que ça pourrait être intéressant pour tout le monde. Et en plus, il est italien comme De Zerbi. Et enfin, je prendrai évidemment un 9 pour concurrencer Papi Obama et surtout pour compenser le départ de Vitinha. Donc je balance 5 pistes comme ça, vraiment à l'arrache. Moukoko, Datro Fofana, Tammy Abraham, Mikotadze et Eli Wahi. Alors ça demande une analyse beaucoup plus profonde, hein, évidemment, parce que là, c'est des profils très différents, mais je pense que chacun pourrait être très intéressant pour Marseille. Moukoko et Datro, c'est 2 jeunes talentueux qui ont besoin de temps de jeu, et je pense que tu pourrais les avoir en prêt hyper facilement. Tammy Abraham, c'est un joueur ultra talentueux, qui a répondu à l'appel de Mourinho du côté de Rome. Aujourd'hui, le coach qui l'a ramené n'est plus là, et il a eu tendance aussi à beaucoup se blesser, donc apparemment, Rome serait ouvert à le vendre pour moins de 30 millions d'euros. C'est un gros pari, mais si tu peux négocier un transfert style 20 plus 5, bah c'est un pari que je tente personnellement. Ensuite, en Ligue 1, tu as Mikotadze et Eli Wahi, 2 jeunes joueurs très talentueux, mais je pense que tu peux les attirer parce qu'ils sont dans des clubs qui aujourd'hui ont besoin de vendre. Donc voilà très brièvement mon Mercato M version De Zerbi. Évidemment, les prochains jours, les prochaines semaines, vous allez avoir beaucoup de vidéos sur ce thème, donc je laisse ça aux experts marseillais. Tout comme vous les amis, j'ai vraiment hâte que la saison commence. J'ai hâte de voir les premières recrues du trio De Zerbi, Longoria, Benatia. Franchement incroyable. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout les amis. Évidemment, likez si vous avez kiffé, ça c'est normal. Et abonnez-vous les amis pour donner un maximum de force. On est ensemble. Allez l'OM. Ciao.